Daïsa Inferno. Ne descends pas tant que tu n'as pas atteint le 9e étage. Tu as compris? Mais mon interview est au 5e. Je ne le répéterai qu'une seule fois. Ne descends pas tant que tu n'es pas arrivé au 9e étage. Les autres ne sont pas sûrs. C'était fou, mais quelque chose dans sa manière de le dire a pénétré mon crâne. Il était sérieux, et il avait l'air nerveux, comme s'il devait lutter contre chaque instinct de son corps pour me dire ça. Les portes se sont fermées tandis que je pensais « Mais pourquoi est-ce qu'il me dit un truc comme ça ?» Alors que je m'apprêtais à appuyer sur le bouton pour le 5e étage, une certaine anxiété m'a envahi. Je l'ai chassé et j'ai appuyé sur le bouton. Le gars était probablement juste un peu détraqué. L'ascenseur montait, j'ai examiné mon environnement. Une télévision était fixée dans le coin supérieur de l'ascenseur, diffusant une chaîne météo. Un miroir sur le mur arrière de l'ascenseur, et enfin, une musique d'ambiance, des choses assez standards. Arrivé au 5e étage. Bizarre. Je n'étais pas sûr d'avoir déjà été dans un ascenseur qui annonçait chaque étage où il arrivait. J'étais sûr que si je travaillais dans ce bâtiment, ça deviendrait vite lassant. Les portes se sont ouvertes au 5e étage. Devant moi se trouvait un accueil avec une femme assise à la réception. Elle s'est levée de son siège et m'a accueilli. « Monsieur Davis, vous êtes en avance !» L'avertissement du monsieur que j'avais rencontré tout en bas résonnait encore dans ma tête. « Nous serons prêts pour votre entretien dans quelques instants. En attendant, n'hésitez pas à prendre place. » Merci. Si je suis en avance, peut-être que je pourrais revenir dans quelques minutes, non ? N'importe quoi, arrêtez. Nous verrons si nous pouvons accélérer les choses. Il était très impatient de vous rencontrer, vous savez. Les portes de l'ascenseur avaient commencé à se fermer, mais je ne savais pas encore si je voulais rester ou partir d'ici. À première vue, tout semblait normal. Des gens travaillaient derrière un bureau, un accueil avec une réceptionniste, il y avait même une petite cuisine pour pouvoir se restaurer et se reposer. Mais ce qui semblait détonner dans cet environnement était le portrait qu'il y avait au fond de la salle. Il était très grand. Je ne pouvais pas dire de quoi il s'agissait, mais je voyais qu'un groupe d'employés le regardait. Ils avaient l'air de l'admirer. « Le nom de votre femme est Meredith, n'est-ce pas ?» Je me figeais alors que j'entendais la question qu'elle venait de me poser. Je ne me souvenais pas que dans mon formulaire de candidature, j'avais indiqué le prénom de ma femme. « Vous envisagez d'avoir des enfants, n'est-ce pas ? Si c'est un garçon, vous voulez l'appeler Sam, non ?» Pardon ? Au-delà du fait qu'elle avait totalement raison sur le prénom de l'enfant que je souhaitais, je n'en avais jamais parlé, pas même à ma femme. Comment pouvait-elle savoir ? Avant que je ne puisse répondre, les employés du bureau qui entouraient le grand portrait au fond de la salle avaient commencé à chanter joyeusement la chanson « Joyeux anniversaire », tous en une parfaite harmonie. Quelqu'un sortit alors un gâteau d'anniversaire et le présenta au portrait. Le temps sembla se figer quand je réalisa soudain que le portrait me représentait moi, alors que j'étais à la cérémonie de remise de diplôme de fin d'études. Alors que la panique s'emparait de moi et que les paroles du monsieur résonnèrent encore dans mon esprit, j'appuyai frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur afin qu'il se réouvre. Mon index appuyait frénétiquement sur le bouton alors que l'ascenseur ne se décidait pas à revenir. Alors que j'entrais dans l'ascenseur le cœur battant, je vis que la réceptionniste me regardait en souriant. « Je me demande bien quel goût auraient pu avoir tes entrailles, Michael. » Les portes se refermaient alors que je voyais les employés au fond de la salle dévorer le gâteau tout en me regardant avec un air lubrique. Je transpirais à grosses gouttes alors que le numéro qui s'affichait sur l'ascenseur indiquait 5. Je devais absolument aller au 9e comme on me l'avait dit. Mais est-ce que j'en avais vraiment envie ? Je regardais le bouton pour aller au rez-de-chaussée, mais celui-ci manquait. Merde, je suis totalement bloqué. Comment est-ce que je me casse d'ici, moi ? La claustrophobie me prenait. Je pris de grandes respirations pour éviter d'avoir une crise. Alors que mon rythme cardiaque se calmait, l'ascenseur se mit à monter. Contre toute attente, le chiffre qui apparut fut 11. Est-ce que quelqu'un avait appelé l'ascenseur ? Je me mis à me parler pour me calmer. C'est bon, quelqu'un appellera bientôt l'ascenseur pour le 9e étage, et c'est là que je descendrai. Alors que l'ascenseur approchait de sa nouvelle destination, je remarquai que la musique d'ambiance avait changé.
C'était maintenant un arrangement instrumental de joyeux anniversaire. Si c'était une mauvaise blague de bizutage, je ne l'appréciais pas du tout. Arrivé au 11e étage. Ding! Les portes s'ouvrirent et je me mis sur le côté afin de ne pas gêner la personne qui allait entrer. Une vieille femme monta dans l'ascenseur. Elle me regarda puis me sourit alors que les portes se refermaient derrière elle. Avec un nœud dans la gorge, je lui demandai « Quel étage ?»« Je suis désolé, madame, mais les boutons rez-de-chaussée ne fonctionnent pas, nous ne pourrons pas descendre tout de suite. Est-ce que cela vous dérange si l'on attend que quelqu'un nous fasse descendre au 9e étage? J'ai un rendez-vous très important. »« 9e ? Oh non, ça m'intéresse pas. Je pense que je vais plutôt aller au 2e étage. » Elle a alors appuyé sur le bouton elle-même. « Madame, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée d'aller à cet étage-là. »« Mais pourquoi ça? J'ai plein d'amis qui y sont. Ça ira, vous inquiétez pas. » Elle appuya donc une 2e fois sur le bouton. Même si j'étais mal à l'aise de la situation que j'avais vécue, j'essayais de la convaincre à nouveau. Je sais que cela peut sembler bizarre, mais j'ai cru entendre qu'il se passait des choses au 2e étage et qu'il ne fallait mieux pas y aller pour sa santé et sa sécurité. Elle a alors souri et a répondu « Chérie, ça va aller. Tu sais, j'aime bien saisir toutes les opportunités qui se présentent à moi. C'est dommage que tu aies refusé la tienne quand tu étais au 5e. Je sais qu'ils ont été très déçus. Génial, une autre tarée. Je ne voulais pas la quitter des yeux, mais son regard était terrifiant. Il y avait quelque chose de surnaturel qui émanait de sa personne. Je fus comme sauvé par le gong quand la voix retentit. « 2e étage !» Les portes se sont alors ouvertes, elle m'a souri une dernière fois, puis elle est sortie. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin pour regarder ce qui attendait cette dame dans le 2e étage, mais cela avait l'air humide, ça avait l'air vieux, plus comme une cave qu'un bureau. Alors que les portes se refermaient à nouveau, j'entendis comme un grondement sourd. Je lâchai un soupir de stress quand 2 mains s'interposèrent et repoussèrent les portes afin de pouvoir rentrer. C'était un homme avec un costume chic, noir. « Tu descends aussi, champion? J'ai entendu que le 5 te voulait. Ils te voulaient dans leur équipe. Je pense qu'on peut te faire une meilleure offre à mon étage. » « Non merci, ça ira. Je plaisante, mon pote. À vrai dire, on n'a rien à te proposer. Nous, ce que l'on veut à notre étage, ce sont tes yeux. » Alors la lumière s'éteignit et nous nous retrouvâmes dans le noir. Le grondement sourd que j'avais entendu s'intensifia et alors je fus projeté contre le mur arrière de l'ascenseur. L'homme, en noir, venait de se jeter sur moi et m'avait attrapé par le col. Je le repoussai de toutes mes forces, mais je sentais qu'il me tirait vers lui. En fait, il voulait me tirer de l'ascenseur. Il voulait me faire sortir. Il voulait m'entraîner là où l'humidité régnait. Je ne voulais pas. Je me débattis de toutes mes forces. Je mettais des coups de pied, des coups de poing, des coups de tête, tout ce que je pouvais. J'essayais même de le mordre. Dans un élan de lucidité et avec beaucoup de chance, ma main appuya sur les boutons de l'ascenseur. Bizarrement, les portes furent beaucoup plus réactives que la dernière fois. Je fus totalement choqué quand elles s'abattirent telle une guillotine sur les bras de mon agresseur. Les lumières réapparurent et je me mis à vomir sur le sol. Je repoussai du bout du pied les 2 membres sectionnés qui avaient appartenu à l'homme en noir. Alors que l'ascenseur se mettait en branle, j'entendais qu'on donnait des coups contre les portes de l'ascenseur. Ce ne pouvait être l'homme, à moins qu'il utilise sa tête. Mais alors que les chiffres continuaient de monter, 3, 4, 5, 6, 7, le bruit continuait, comme si la chose montait en même temps que l'ascenseur. Mais c'était pas possible. L'écran hésita quelques secondes, puis enfin le chiffre 8 apparut. Décidément, je n'arriverai jamais à ce 9e étage. J'appuyai de toutes mes forces et de multiples fois sur le dernier étage du bâtiment qui était le numéro 23, mais rien n'y faisait, j'entendais les mécanismes qui s'y mettaient en œuvre pour que les portes s'ouvrent. Je transpirais à grosses gouttes alors que je continuais d'appuyer sur le numéro 23. Les portes s'ouvrirent lentement. Du noir apparut. Aucune forme, aucun mouvement. 5 secondes passèrent, et alors que je pensais qu'un nouveau cauchemar allait apparaître, elles se refermèrent. Les chiffres sur l'écran continuèrent de monter. 9, 10, 11. Le bruit s'atténuait. 12, 13, 14, 15, et s'atténuait encore. 19, 20, 21, puis il disparut. Arrivé au 23e étage, je ne savais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais en tout cas cet étage me donnait un bon pressentiment. Je passai la tête par l'entrebâillement et regarda à gauche, puis à droite. Alors je réalisai soudain que le 23e étage était en fait le rez-de-chaussée, ou tout du moins, il lui ressemblait grandement. Allais-je pouvoir enfin m'échapper? Étais-je libre? Je voyais la lumière du jour filtrer à travers les portes battantes. C'était la sortie. Mais malheureusement, je voyais qu'un homme se tenait sur le chemin. Il me semblait familier. Quelque chose dans son attitude faisait dire que je l'avais déjà croisé.
mais pas moyen de savoir quand et où. « Hé mec, si je te vois là, c'est que tu t'en es sorti, t'as donc suivi mes conseils. Bien joué gars. » Je sentis comme une vague de soulagement m'envahir et mes jambes faillirent me lâcher. Et puis, mon sixième sens me dit que je devais me méfier. Il y avait quelque chose que j'avais oublié. « Attends, mais tu m'avais pas dit que le 9e étage était le seul qui était sûr ?» C'était un piège, mon gars. Et oui, évidemment, tu as suivi ton instinct et tu avais bien raison. C'était le 23e étage. Tu peux sortir maintenant, mec. Je n'arrivais plus à bouger. « Il y a quelqu'un ici qui veut vraiment te voir. Allez. » Je ne pouvais même pas bouger. « Il veut te donner un emploi. Il pense que tu vas être génial. » Pourquoi diable est-ce que je n'arrivais pas à bouger ? « Il est dans l'autre pièce. Je vais aller le chercher, d'accord ? Tout ce que tu as à faire, c'est de le regarder. Je sais, ça peut faire un peu bizarre au début, mais ensuite tout ira bien. C'est un poste permanent, un CDI, de super avantages. C'est entièrement sur place. Il n'y a pas de meilleur cadeau d'anniversaire. Tu trouves pas ?» J'ai baissé les yeux vers le sol et j'ai essayé de me donner de la force. C'est pas mon putain d'anniversaire. Alors qu'il partait chercher cette personne, juste avant de disparaître, il ajouta : « Mec, détends-toi. Pas d'insultes au travail. On est une famille ici. » J'avais l'impression de ne pouvoir bouger qu'un seul centimètre à la fois. J'étais une putain de tortue. J'essayais inexorablement d'appuyer sur le bouton fermeture des portes. J'entendis alors des pas. Ils revenaient déjà. De toutes mes forces, j'essayais d'avancer. J'essayais d'appuyer sur le bouton. J'entendis quelque chose se briser en moi, alors que les portes se refermèrent enfin. Je m'effondrai au sol, laissant la fatigue et le désespoir gagner. J'étais juste venu passer un foutu entretien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vis du coin de l'œil le bouton neuf clignoter d'une lumière rouge insolente. C'était maintenant qu'il se mettait à marcher, celui-ci. Avant même que je ne puisse appuyer, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était ma femme. Je décrochai au plus vite. « Oh chérie, tu ne sais pas à quel point je suis content de te parler. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pensé à t'appeler plus tôt. Je suis coincé dans un ascenseur et j'arrive pas à sortir d'ici. Il se passe des trucs vraiment bizarres. Est-ce que tu peux essayer d'appeler la police ? Je vais te donner l'adresse. »« Chérie, je suis au courant. Surtout, ne va pas au 9e étage. »« Quoi ? Mais putain, mais toi aussi t'es avec eux ? Mais merde !»« Tu dois juste me faire confiance, mon chéri. » Alors que j'essayais de respirer et de me dire que c'était ma femme que j'avais à l'autre bout du fil, je lui demandais qu'est-ce que je devais faire. La voix de ma femme, qui m'avait paru bizarre au début de la conversation, termina de se transformer en quelque chose de démoniaque. « Va à ton entretien. » J'ai alors raccroché en panique. J'appuyais frénétiquement sur le bouton du 9e étage. L'ascenseur n'émit aucune protestation. Même si j'avais raccroché mon téléphone, je continuais d'entendre les échos de la voix démoniaque qui me disait d'aller à mon entretien. Ne pouvant supporter encore cette voix horrible, je le jetai à terre et piétinai avec mon talon de sorte à ce qu'il soit totalement détruit. Mais la voix continuait. « Va à ton entretien. Va à ton entretien. Va à ton entretien. » Alors que je sautais frénétiquement sur lui, l'ascenseur se mit à monter beaucoup plus rapidement qu'avant. Il descendait, puis il montait. Les chiffres n'avaient plus aucun sens. Tout ça n'avait plus d'importance. Arrivé au 41e étage, mon cœur battait la chamade au point de sortir de mon torse. Arrivé au 90e étage, les boutons ne dépassaient même pas 24. Arrivé au 141e étage, merde. Arrivé au 230e, arrivé au 401e. J'avais l'impression que mon corps rapetissait, que j'étais écrasé contre le sol de l'ascenseur, puis du plafond. Arrivé au 840e étage, la voix elle-même était au bout du rouleau. Elle craquait, elle n'en pouvait plus. Arrivé à quelque part de bien, puis l'ascenseur s'arrêta aussi soudainement qu'il était parti. Les portes n'étaient pas encore ouvertes, mais le panneau dessus indiquait qu'il n'y avait plus aucun étage. Alors que je restais assis en tailleur et en pleurs, j'entendis ce qui se passait de l'autre côté. Je n'avais jamais entendu ça encore. J'étais même sûr que ça n'avait aucun rapport avec notre monde. Il y avait des cris, des grognements, des hurlements de douleur, des sons que je n'aurais jamais pu imaginer même dans mes pires cauchemars. J'avais l'impression d'écouter ce Capharnaüm depuis une éternité. Puis, la voix de l'ascenseur reprit, comme si de rien n'était. « Bienvenue à votre nouvel emploi. » Les portes se sont alors ouvertes.
Il y avait des éclairs lumineux rouges dans le ciel. C'était comme si quelqu'un agitait une fusée de détresse depuis l'espace. C'était faible mais perceptible. Nous avons tous fait des blagues sur le fait que ça pouvait être des ovnis, et on a ri pendant qu'on était en train de planter nos tentes. Nous étions 5 à être partis pour le camping. On était tous des potes du collège et on célébrait le fait d'avoir réussi notre diplôme. Alors que nous plantions les sardines dans le sol, les lumières rouges dans le ciel avaient disparu. Dave, qui avait été le premier à planter sa tente et le plus rapide, était parti chercher du bois dans la forêt. Je me rappelle du temps où on travaillait ensemble à la station-service. On faisait les quarts de nuit ensemble. C'était plutôt marrant. Dans la bande, il y avait aussi Eric, toujours dans un coin, en train de lire un livre. J'étais pas aussi proche de lui que pouvaient l'être les autres, mais je me souvenais encore d'avoir été assis avec lui en cours de mathématiques et d'avoir copié plusieurs fois sur ses devoirs. Ava était également là. Elle discutait avec Sally, ma cousine. Elles avaient décidé de s'associer et elles travaillaient de concert pour monter la tente. En fait, je connaissais même le frère cadet d'Ava, car il demandait toujours, enfin je devrais dire, nous suppliait pour nous suivre dans nos aventures. Je tenais à présenter chacun des membres du groupe car j'étais sûr que nous étions 5 au début de ce camping. Nous étions en train de sortir les chaises pliantes et les disposions autour du foyer. Je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle avoir ressenti un malaise quand le soleil avait disparu derrière l'horizon, laissant la place au crépuscule. Les ombres des arbres s'allongeaient autour de nous à mesure que les minutes passaient. Eric était allé chercher sa lampe de poche dans son sac à dos, pendant que nous nous demandions ce qui prenait tant de temps à Dave pour aller juste chercher quelques branches. Il était finalement revenu peu après. Un bruit sec dans les buissons nous avait permis de l'identifier. Nous étions tous enfoncés dans nos chaises, nos vestes nous recouvrant car le froid commençait à mordre. « Bon sang les gars, vous avez même pas pris la peine de me sortir une chaise, vous abusez !» Il était en train d'installer les branches autour du foyer alors que nous étions installés autour du feu. Il y avait 5 chaises. Ce qu'il racontait importait peu, car les chaises que nous avions mis en place autour du foyer étaient toutes remplies. Il y en avait 5. La nausée qui m'avait pris alors que le soleil s'était couché était en train de s'intensifier. Dave se tenait debout, au milieu de nous, toutes les chaises occupées, et je ne comprenais pas la logique de la situation. Toute la forêt s'était tue. Je regardais les visages des autres, et je pouvais voir qu'ils ressentaient la même chose. Eric se tortillait les doigts, essayant de scruter le groupe et de repérer la personne qui ne devait pas être là. Je regardais chaque visage, chacun gravé dans l'inquiétude, fronçant les sourcils de frustration, sauf « c'est bon, j'ai compris, je vais aller la chercher moi-même, cette chaise ». Dave tourna les talons, brisa le silence et atténua quelque peu la tension qui s'était installée entre nous. Je m'étais levé et je lui avais proposé mon aide. Il m'avait regardé dans les yeux et avait hoché la tête en signe de compréhension. Nous nous sommes alors dirigés loin du foyer et des autres. « Combien de personnes sont ici avec nous ce soir, Dave ?» Ma question le prit par surprise alors qu'il réalisait lui aussi que nous n'avions emmené que 5 chaises. En fait, chaque personne avait apporté sa propre chaise. Elles étaient déjà assez lourdes comme ça. Pas besoin de prendre du matériel supplémentaire inutile. Il y en a 5. Il y a 5 chaises. Sa voix tremblait alors qu'il réalisait l'impossibilité de la situation. J'essayais de le rassurer, et moi par la même occasion, en lui disant que non, je pense juste peut-être que l'un de nous a oublié sa chaise. Il parut réfléchir un instant, puis haussa les épaules. Nous repartîmes donc en direction du groupe. Quand nous sommes retournés vers le foyer, 2 chaises étaient vides, une pour moi et une pour Dave. Sally suggéra que c'était sûrement la fatigue de la randonnée et que nous avions tous besoin d'un peu de sommeil. Ava sortit alors les boissons et le pack entier des 6 canettes fut vidé en quelques minutes. Nous nous sommes tous rapprochés du feu crépitant pour nous réchauffer et nous prenions des gorgées de canettes qui nous faisaient un grand bien. Nous nous remémorions les souvenirs de l'année dernière. Ava nous racontait la fois où elle était restée seule chez elle et que des choses étranges étaient apparues. Derrière les fenêtres, des bruits sur la porte, le plafond qui craquait. L'entendre raconter ce genre de choses me mit mal à l'aise. Une chair de poule incontrôlable me traversa les avant-bras et se poursuivit jusqu'à ma colonne vertébrale. Nous nous efforcions d'oublier ce qu'il venait de se passer, mais je sentais que la tension était encore présente. Une chair de poule incontrôlable naissait sur mes avant-bras. Alors que chacun racontait des histoires à faire peur à un enfant, je me rendis compte de quelque chose. Qui a allumé le feu ? Les autres me regardèrent un peu contrariés, j'avais cassé l'ambiance paranormale. Mais ils restèrent tous muets face à cette étrangeté. Personne n'avait de réponse. « C'était pas toi, Dave, qui l'a allumé ?» demanda Eric.
Dave secoua la tête négativement. Sally me fixa alors intensément puis dit « Je pense que la personne debout derrière Jenny l'a fait. » J'avais tourné la tête si vite que je m'étais fait mal. Mon cœur battait la chamade. Il n'y avait rien derrière moi sauf l'obscurité totale des bois. M'assurant que personne ne se tenait derrière moi, je me retournai à nouveau vers Sally, la regardant avec incompréhension. Elle sembla être perdue et secoua la tête. « Attends, je veux dire, je sais plus. » Elle avait les pupilles totalement dilatées et elle tremblait. Elle essaya de se rassurer en se frictionnant les avant-bras. Ava, qui avait rejoint Sally, n'en menait pas large non plus. Elle proposa qu'on quitte les lieux le plus vite possible. Quelque chose n'allait pas avec cette forêt et surtout dans cette clairière. Dave alla aussi dans son sens. Il était devenu pâle. Quelqu'un d'autre ajouta que la forêt était trop sombre pour partir. Nous n'aurions aucune chance de retrouver le chemin du retour. Il était impossible pour moi de dire de qui provenait cette voix. En tout cas, tout le monde l'écouta et il fut décidé de rester cette nuit, au moins jusqu'au matin, avant de reprendre le chemin du retour. Il fut aussi décidé que personne ne dormirait seul. Nous pourrions nous serrer à deux dans une tente. Après cette conversation, nous nous sommes tous levés et avons fait nos paires. Je suis allé avec Dave et Sally, comme d'habitude, est allée avec Ava. Eric continuait de se plaindre qu'il n'avait pas de père. Mais nous lui avons assuré que si. Il n'avait pas accepté. Je ne me rappelle pas comment, mais nous avons fini par tous nous retrouver dans la clairière. Eric prend alors les devants. « Pourquoi nous continuons de penser que nous sommes 6 ? Nous ne sommes que 5 !» Je comprenais la logique qu'il essayait de nous inculquer, mais mon cerveau refusait de l'entendre. Eric transpirait à grosses gouttes, et je le voyais chercher du regard un soutien. Je fis de mon mieux pour rassembler mes esprits. Il y a moi, Dave, Eric, Ava, Sally et... Je pointais chacun d'eux en disant le nom. Le fait de réfléchir et de penser à contre-courant m'avait donné envie de vomir. Un couteau était planté dans mon cerveau et trituré à l'intérieur. Je ne pouvais continuer à aller contre cette logique. Je suis rentré dans une des tentes. Je me souviens d'avoir regardé un dernier coup d'œil à l'extérieur afin de vérifier que la forêt n'était pas dangereuse. Le vent s'était levé et les branches des arbres oscillaient doucement. Au-delà de notre clairière, il n'y avait que le noir complet. J'avais l'impression que les arbres se refermaient sur moi. Avec la faible lueur de la lune qui essayait d'illuminer notre campement, je tournai la tête pour regarder les 2 autres tentes que nous avions laissées dehors. Et j'ai vu que quelqu'un était debout à côté d'elle. Malgré les circonstances, le sommeil est arrivé rapidement. Le cri strident d'Ava me réveilla au milieu de la nuit. Dave et moi avions ouvert la porte de notre tente pour trouver Sally et Ava regardant dans la tente d'Eric. Nous les avions poussés de côté. Le sac de couchage d'Eric était enroulé. Il était toujours dedans, sa tête au centre, le visage contorsionné par une douleur extrême. Le reste de son corps roulé autour avec le tissu bleu, maintenant trempé de sang sombre. Dave avait fermé la porte de la tente avec la fermeture éclair. Ava était sous le choc. Ses yeux étaient devenus vitreux. Sally la secouait continuellement, des larmes coulant sur son visage. Dave avait saisi sa lampe de poche et nous avait crié qu'il fallait partir d'ici au plus vite. Nous avons laissé le camp derrière nous et avons emprunté le sentier par lequel nous étions venus. Nous étions 5 et nous nous sommes regroupés. Dave ouvrait le chemin et illuminait le sentier avec sa lampe de poche. Même la lune n'arrivait pas à éclairer les alentours tellement le feuillage des arbres était dense. Ava trébucha sur une racine et se tordit la cheville. Quelqu'un dans le groupe dit alors qu'il fallait la placer sur une civière et qu'il savait où trouver les éléments pour la construire. Ava fut emmenée dans la forêt et rapidement nous la perdîmes de vue dans l'obscurité. Quand Sally comprit que quelque chose n'allait pas, elle voulut courir après elle, mais Dave essaya de la retenir du plus fort qu'il pouvait. D'une manière ou d'une autre, elle réussit à se libérer de son étreinte et elle courut alors à la recherche d'Ava. Nous devions les retrouver, mais Dave me serra par l'épaule et me dit gravement « Nous devons partir d'ici ». Plongés dans l'incompréhension, nous reprîmes le même chemin. Les voix de Ava et Sally avaient disparu depuis longtemps. Nous marchions côte à côte avec Dave alors qu'une personne nous suivait de près derrière. Impossible de savoir quoi. Je demandais à Dave qui était derrière nous. Mon cœur était en train de fondre. Il s'était retourné pour me regarder et la confusion s'était transformée en une peur incontrôlable sur son visage. Et sans sommation, il tomba dans une rage incontrôlable. « Continue de courir !» Il m'avait donné les clés de la voiture, tandis que de son autre poche, il avait sorti un couteau. Sans prévenir, il se retourna, puis bondit sur la personne qui nous suivait.
Sans que je ne puisse faire quoi que ce soit, il avait disparu dans un buisson. Habité par mon instinct de survie, je continuais de courir tout en pleurant. Je courais et me débattais contre des branches, des bras qui essayaient de m'attraper. Cela dura des heures. Puis, la lumière apparut et je vis notre voiture qui attendait sagement sur le parking. Je ne me fis pas prier et avec un grand élan de lâcheté, je partis de cette forêt, laissant derrière moi mes amis qui, je l'espérais, pourraient ressortir d'ici vivants. J'ai réussi à transmettre ce message à la police locale. Je ne pense pas qu'ils croient ma version des faits, mais ils avaient quand même envoyé une voiture dans la direction que je leur avais indiquée. En attendant des nouvelles de leur part, le soleil avait enfin montré le bout de son nez. Mais avant de rejoindre ma famille, je devais encore comprendre pourquoi il y avait cette personne qui était assise sur la banquette arrière de ma voiture. J'adore mon lit. Je veux dire que j'y fais tout. Devoirs, travail, jeux sur mon PC, la télé, lecture et j'en passe. C'est comme mon sanctuaire personnel. Mais il y a toujours eu une règle que je n'ai jamais enfreinte. Pas de nourriture. Mes parents m'ont inculqué cette règle et je m'y suis tenu. Je suis sûr que vous l'avez entendu aussi. Jusqu'à ce qu'un soir, après avoir regardé un film sur un restaurant chic où le chef était un peu meurtrier, j'ai eu une envie de cheeseburger. L'idée d'en manger un tout en regardant un film me semblait irrésistible. J'avais donc un plan en tête. Demain soir, ce sera Netflix avec une bonne pizza. Finalement, le film était un peu décevant, mais la pizza, elle, avait été bien réconfortante. J'ai laissé la boîte presque vide sur le sol, avec quelques croûtes encore à l'intérieur. Et j'avais honte de l'admettre, mais il y en avait aussi quelques-unes dans mon lit. Mais mon ventre bien plein et la fatigue avaient eu raison de moi. Je suis donc allé me coucher. Un peu plus tard dans la nuit, je fus réveillé par un bruit étrange qui provenait de mon ordinateur portable. Il y avait des craquements, puis le silence, suivi de quelques grésillements. Je me suis dit que peut-être les insectes avaient été attirés par la nourriture, des fourmis, ou je ne sais quoi encore. Mais il fallait que je me réveille et que je vérifie. Mon ordinateur avait coûté assez cher. Alors que je me levais difficilement, le craquement se fit à nouveau entendre, mais cette fois, il provenait de en dessous de mon lit. À tâtons, j'ai cherché mon téléphone et allumé la lampe torche. Mais au lieu de mon téléphone, ma main a frôlé quelque chose de froid, très très froid. Et à ce moment précis, le craquement s'est arrêté. Je me suis alors retourné lentement pour voir que 2 yeux vitreux me fixaient dans l'obscurité. Pris de panique, je voulus m'échapper de ce lit, de ces draps qui m'empêchaient de bouger mes jambes, et j'entendais bien que le craquement venait de ces 2 yeux vitreux. Dans un ultime effort, j'ai réussi à m'enfuir de ma chambre. Dans ma fuite, j'ai allumé toutes les lumières de la maison et me suis réfugié derrière le canapé du salon, tel un enfant qui aurait fait un mauvais cauchemar. Malheureusement, la seule pièce qui restait plongée dans le noir était ma chambre. Quand mon cœur s'est calmé et que le courage fut revenu, je pris le chemin du retour et me dirigea vers la chambre. Je m'arrêtai au bout du couloir afin de pouvoir vérifier qu'il n'y avait plus rien. Malheureusement, le craquement reprit, et un bruit sourd se fit entendre comme si quelque chose d'extrêmement lourd était tombé sur le sol. Un glissement s'ensuivit, et avec horreur, la chose apparut dans l'encadrure de la porte. Elle était répugnante à regarder. Elle ressemblait à un être humain, mais toutes les parties de son corps étaient mal assemblées. Un bras était replié vers l'arrière dans un angle anormal. Une jambe était tordue de façon tout aussi bizarre. Sa tête était plus petite que celle d'un homme, et son cou se tordait comme lorsqu'on tord le cou d'un coq. Et ses yeux étaient littéralement comme 2 miroirs ronds qui renvoyaient la lumière. Alors que ma vessie était en train d'abandonner, une voix me parvint. La chose essayait de me parler. « Za. Za. » J'avais l'impression de comprendre sa phrase, mais c'était impossible. En penchant la tête sur le côté et en fronçant les sourcils, je posai la question que le monstre essayait de communiquer. « Voulez-vous de la pizza ?» La monstruosité me regarda avec des yeux encore plus vitreux et hocha la tête de bas en haut. C'était donc ça. J'avais sûrement trop mangé de pizza. Voilà que maintenant mon cauchemar était en train de partir en vrille. Malgré sa phrase avenante, tout dans son attitude me disait de fuir. «
Il semblait attendre quelque chose, peut-être anticiper mon prochain mouvement. Alors que nous nous regardions tels deux cow-boys dans un film de western, elle tendit sa main vers la lumière et je pus distinguer avec détail ses doigts crochus et poilus. Elle fit un geste de haut en bas avec ses doigts, m'indiquant que je devais m'approcher. Maintenant que je savais que ce n'était qu'un cauchemar, j'hésitais entre rire et blaguer avec cette bête ou alors prendre les choses au sérieux. J'essayais de me rappeler les techniques pour savoir si nous étions dans le monde du subconscient. Rien que le fait de se poser cette question pouvait prouver que j'étais dans un rêve lucide, mais je n'avais encore jamais fait cela auparavant. Je me pinçais la peau, je regardais le nombre de doigts que j'avais sur chaque main, mais tout était en ordre. Tout me paraissait trop réel. Alors le monstre en face tendit sa tête vers le haut, dans l'obscurité, et j'entendis un craquement sévère quand ses cervicales se tendirent et se remirent en place. Son cou s'était allongé de 10 centimètres. Il avait dû entendre mes pensées car tout d'un coup, un rire tonitruant se fit entendre dans toute la maison. Même si le son provenait de toutes les pièces à la fois, je savais que la source était en face de moi. C'était le monstre, mais sa bouche ne bougeait pas. Rien dans son visage n'exprimait le sourire, la joie ou le rire. Mais à y regarder de plus près, quand il avait tendu son cou, sa peau s'était étirée et un trou béant était apparu. Je savais que le rire venait d'ici. Ce n'était pas un rire d'enfant ou un rire normal qui vous mettait le baume au cœur. C'était un rire glacial, provenant des tréfonds de l'obscurité. Rien que le fait de l'entendre, vous aviez l'impression d'avoir une malédiction posée sur vous, indélébile. Je fermai les yeux un instant et serra les poings le plus fort possible en me convainquant que tout cela n'était pas réel. Alors que je priais tous les dieux existants et inconnus, j'entendais que le monstre avançait, puis reculait, ouvrant un seul œil et en espérant qu'il avait disparu. Je vis avec horreur qu'il était toujours présent. Il tentait d'avancer dans la lumière, mais reculait instinctivement vers la chambre, là où l'obscurité le rassurait. J'avais donc un avantage, il n'aimait pas la lumière. Ne pouvant rien faire et attendant que le soleil arrive, je m'étais assis dans le couloir et guettais le monstre. De son côté, je voyais sa silhouette qui dodelinait et le rire qui reprenait de temps en temps. Il attendait les moments opportuns pour se jeter sur moi. Je luttais de toutes mes forces, me racontant des histoires, me faisant mal en me pinçant la peau jusqu'au sang. Mais au bout d'un moment, la fatigue prit le dessus et je m'évanouis. J'avais sûrement dû être dans le coltard pendant seulement quelques minutes. Il n'empêche qu'à mon réveil, j'étais en sueur. J'étais toujours dans le couloir. Le soleil avait fini par arriver et plus aucune trace du monstre dans l'encadrure de la porte. Je fis quelques pas hésitants dans ma chambre et vis que la boîte à pizza était totalement vide. Les croûtes avaient été terminées. Sous le lit, il n'y avait rien. Cela confirmait que les événements d'hier soir avaient bien été réels. Je savais que tout cela avait un rapport avec le fait que j'avais mangé dans mon lit. D'où mon avertissement. Croyez-moi, ne mangez jamais dans votre lit. Ne laissez jamais de restes de nourriture dans vos draps ou sous votre lit. La moindre petite miette, la moindre petite croûte le fera venir. Et alors, vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Car c'est sûr, il viendra. Lorsque j'étais plus jeune, je passais énormément de temps avec mon meilleur ami, Robin. Je sais que c'est sûrement à cause de cela que mon grand-père est décédé. Il était ma seule famille et j'étais son seul petit-fils. Maintenant que j'y pense, je le regrette. J'aurais dû passer plus de temps avec lui, garder des souvenirs. Mais à cette époque, je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était d'exister. Et pour cela, j'avais Robin. Il était tout pour moi. Nous passions énormément de temps ensemble. Nous passions nos soirées à nous appeler, à nous envoyer des messages sur nos vieux Nokia 3310. Nous étions si proches et pourtant si différents. Lui avait 2 parents, une belle voiture, des études qui l'attendaient, un avenir. Moi, je n'avais pas grand-chose. Je l'avais lui. Je le suivais qu'importe où il allait, c'était lui qui décidait ce qu'on devait faire, et je ne pouvais que dire oui, car c'était la seule façon pour moi d'avoir une vie plus supportable. Je n'avais jamais éprouvé de jalousie envers lui. Moi, j'appréciais les moments qu'il me faisait passer, ce qu'il me faisait découvrir. Il me présentait des amis, il m'emmenait dans des endroits où je ne serais jamais allé seul. Pourtant, un jour, il y eut comme un déclic. Nous étions dans sa chambre, comme à notre habitude, moi sur le porche de la fenêtre, en train de chasser les papillons de nuit, et lui, dans son lit, en train de raconter ses prochaines vacances ou les activités que nous pourrions faire ensemble.
Alors que nous débattions pour savoir s'il était préférable de partir à la montagne ou à la mer, il changea de sujet et me demanda si pour les études, j'avais des plans. Il me prit au dépourvu, car en réalité, je ne savais même pas si j'allais réussir mon diplôme. Il continua son monologue en me parlant de toutes les plus grandes universités de la région, et même celles de la capitale. Il disait qu'il rêvait d'aller dans celle où son père avait été accueilli. Je savais que Robin avait un plan très précis de la vie qu'il voulait avoir. Des bonnes études, un bon travail, une bonne femme, et la voiture et la maison qui va avec. Au fur et à mesure que je l'écoutais parler, j'eus comme du ressentiment au fond de la poitrine. Avec tous ses moyens, toutes ses possibilités, lui n'avait qu'un seul objectif en tête, ennuyeux, standard. Il était fait pour être dans le moule. Alors que moi, si j'avais toutes ces possibilités, Dieu seul sait ce que je pouvais faire. J'avais tellement de rêves, tellement de choses que je n'avais pu réaliser. Inconsciemment, la jalousie prit le dessus, et une grimace apparut sur mon visage. Un rictus de dégoût. Ne pouvant en entendre plus, je partis précipitamment de sa chambre. Je ne lui laissai aucune explication. Il me regarda partir bouche bée. Plus tard dans le mois, nous eûmes quelques échanges par téléphone, mais j'avais mis de la distance entre nous. Cela n'avait pas eu l'air de le choquer, mais moi, j'avais encore ce ressentiment au fond de moi. J'étais dans ma chambre, beaucoup moins accueillante que la sienne, assis sur le porche de ma fenêtre, regardant la rue. Les papillons de nuit étaient tout autour de moi, quand mon vieux téléphone vibra et émit une lumière bleutée. C'était lui. Des SMS, des messages vocaux, des images. Il avait reçu ses résultats d'admissibilité pour les universités. Bien évidemment, il avait été pris partout. Et il avait accompagné ses messages d'une question. « Alors, on choisit laquelle ? Faut qu'on aille dans la même université, hein ?» Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase de rage que j'avais en moi. Je vis rouge. J'avais les poings serrés et je tremblais. Je ne pouvais pas croire qu'il pouvait me dire ça. Moi qui n'avais rien, moi qui n'avais aucun avenir. Comment aurais-je pu aller à l'université ? J'étais hors de moi, tellement hors de moi que je ne voyais même pas ce qu'il se passait autour de moi. Les papillons de nuit ne m'avaient même pas attaqué. Au contraire, ils s'étaient éloignés. Pourtant la nuit était bien là et la lumière du lampadaire brillait ardemment. C'est là que je l'entendis. Un bruit différent des autres, quelque chose d'inhabituel. Ce genre de bruit que vous savez qu'il ne devrait pas être là. C'était comme un carillon, une petite cloche. Je regardais depuis la fenêtre les alentours et ne vis que le terrain défraîchi qui appartenait feu à mon grand-père. Des hangars et des granges laissées à l'abandon, des portes qui étaient tombées au sol ou qui pendaient sur leurs gonds. Je savais que la musique venait de quelque part par ici. En fait, elle venait d'une porte extrêmement sombre, une que je n'avais encore jamais ouverte, la pensant condamnée. De là où j'étais, je pouvais voir distinctement une silhouette qui attendait. Il y avait 2 genoux minces et noueux qui dépassaient de l'obscurité et qui donnaient une image suffisamment vivante de la chose qui se cachait. Les longues jambes grises de suie auxquelles ils étaient attachés racontaient leur propre histoire, de même que les orteils noueux et pointus qui s'enfonçaient entre les herbes. Les orteils eux-mêmes étaient aussi longs que les mains de la plupart des hommes. Les genoux avaient la taille d'une tête, et les jambes, moi-même mesurant bien 1m90, auraient très bien pu me dépasser. Des fleurs étranges poussaient tout autour de ces 2 jambes, des minces roseaux en forme de clochettes. En fait, c'étaient de vraies cloches. C'étaient les cloches qui faisaient ce bruit. Leur métal brillait dans la lumière sourde de la lune. Leur bouche en forme de pétale était tournée vers le ciel, comme si elles criaient de peur, mais sans pouvoir émettre le moindre son. Elles étaient empilées à côté des pieds du musicien qui ressemblait à des os de poulet rongés et nettoyés. J'étais resté bouche bée. La symphonie sinistre s'était alors arrêtée. Le son avait disparu dans un grincement de girouette qui m'avait fait dresser les cheveux sur la tête. Si déjà la chair de poule n'était pas sur mes bras, j'étais maintenant totalement liquéfié. La chose émit alors un grognement sourd du fond d'une gorge qui n'avait pas parlé depuis des millénaires. « Tu as quelque chose à échanger, mon fils. » Il enfonça 2 doigts pointus dans l'herbe et en retira l'une des cloches qu'il leva dans ma direction. J'étais paralysé par le choc et la peur.
Je l'ai regardé ramasser l'un des autres grelots sur le sol près de ses pieds et le mis à l'intérieur de la cloche. Alors que toute cette situation n'avait pas de sens et frôlait le surnaturel, je savais exactement ce que j'avais à faire. Je regardais la cloche et le grelot, puis mon téléphone dans ma main. Mon poing l'avait serré tellement fort que l'écran s'était fissuré. Le plastique avait cédé devant ma rage. Alors que mon téléphone sonnait une dernière fois, je décrochai et tendis l'objet vers la main titanesque du monstre. La dernière chose que j'entendis fut la voix de Robin, qui disait « Allô ?» Depuis aujourd'hui, la voix de Robin a disparu. Elle n'en avait pas besoin de toute façon. Et je savais qu'il était si généreux que ça ne le dérangerait pas que je la lui emprunte. Alors que je refermais la fenêtre de ma chambre, je testais ma nouvelle voix. Elle était pleine, elle était confiante, elle était parfaite. Alors, j'ai ri pour la première fois de ma vie. Cela m'a fait du bien. Tout comme le fait d'avoir un plan maintenant. Ma nouvelle voix fut grandement appréciée, au point que je fus casté pour faire les voix off de différentes publicités. Très vite, je me rendis compte que je ne pouvais pas me limiter qu'à cela. Ma voix, au-delà du fait d'être parfaite, avait un pouvoir sur les gens. Il devenait influençable. Je comprenais alors pourquoi Robin pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Je savais que ce que je faisais n'était pas bien. À 2 reprises dans ma vie, j'ai éprouvé de la culpabilité. La première fois fut quand j'envoyais un chèque à mon grand-père afin de lui rembourser son camion et toutes les choses qu'il m'avait données. Malheureusement, il était déjà décédé. Et la deuxième fois fut tout aussi funeste, quand j'appris dans la rubrique nécrologie que Robin avait passé l'arme à gauche. Je n'avais pas eu vent des circonstances précises de sa mort, mais alors que maintenant j'avais tout et que j'étais heureux, je me demandais si ce que j'avais fait à ce pauvre garçon était vraiment justifié. Cela faisait plus d'un quart de siècle que j'utilisais ma voix et que ma vie s'était améliorée. Je pensais vraiment m'en être sorti. Mais un matin, j'ai fait une mauvaise chute au travail. Je m'étais réveillé 6 heures après avec une infirmière qui vérifiait mon intraveineuse. Lorsque je l'avais regardée et que j'avais essayé de lui demander ce qui n'allait pas, elle m'a fait taire doucement et me murmura quelque chose de glaçant. « Ne vous inquiétez pas, on va tout arranger. » En réalité, ce n'était pas le fond de la phrase qui était glaçant, mais c'était la voix avec laquelle elle l'avait dite. C'était la voix de Robin. Alors qu'elle continuait de me parler, elle poussait mon lit dans les couloirs tout en me rassurant et en me disant qu'elle avait été choisie spécialement pour me soigner. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix était si faible. J'avais même du mal à m'entendre parler. Je pense que l'infirmière était en train de me faire avaler quelque chose. J'avais des vertiges, et pourtant j'essayais de me lever de mon lit. Je tentais tant bien que mal d'appuyer sur le bouton d'alerte, mais celui-ci n'émettait que le bruit de mon Nokia 3310. Elle me tendit alors le vieux téléphone et me dit qu'un vieil ami m'attendait, que je n'avais qu'à décrocher et que tous mes problèmes disparaîtraient. J'ouvrais la bouche en grand et hurlais silencieusement alors qu'elle posait le téléphone contre mon oreille. Je ne voulais pas entendre. Je savais qui était à l'autre bout de la ligne. Entre 2 grésillements, j'entendis le son clair et net d'une cloche. Je savais que ce bruit sonnait le glas de ma vie. C'était la même routine, chaque jour était le même. Je me réveillais le matin, j'embrassais ma femme, je me préparais une tasse de café, j'enfilais mon uniforme de policier et je partais en mission. Chaque jour, je disais bonjour aux mêmes habitants, je caressais les mêmes chiens et j'achetais le même beignet. Chaque jour. C'était ma routine, c'était prévisible, c'était parfaitement normal. Et j'aimais ça. Mais un jour, quelque chose a changé. Un jour, quelqu'un est mort. Et le truc, avec les meurtres dans ma ville, c'est que ce n'est pas possible. Parce que la vérité, c'est que ma ville n'est pas réelle. C'est une fabrication, une illusion, une expérience. Une ville d'acteurs jouant à faire semblant sur une scène, construite dans un vieux hangar d'aviation au milieu de nulle part. C'est comme un monde ouvert à l'intérieur des murs du hangar, sans internet ni accès à l'extérieur. C'est comme ça que nous l'appelons, la vraie vie. Et tout le monde est dans le coup, même moi. Le seul hic, c'est que personne ne sait pourquoi la scène existe à l'origine. Certains disent qu'il s'agissait au départ d'un tournage de film.
D'autres encore pensent qu'il s'agissait d'une production théâtrale immersive. Et certains parlent d'un jeu de rôle. Mais je n'ai jamais vu de caméra, ni de rideau. La scène, comme on l'appelait, est un écosystème vivant, avec sa propre monnaie, son gouvernement, son assurance maladie, son système éducatif, la poste et bien sûr des règles. Des règles comme laisser son téléphone portable à l'entrée, signer un accord de non-divulgation en sortant, et ne jamais au grand jamais briser le personnage que l'on joue, ou remettre en question la scène lorsque vous êtes à l'intérieur. C'est pourquoi, chaque fois que ma femme et moi faisons cela, nous parlons à voix basse. Ma femme s'inquiétait de savoir quelle était la suite des événements. Était-ce un vrai meurtre? Et si oui, est-ce que la police allait intervenir? Car, dans l'extérieur, c'était comme ça que cela fonctionnait. Ici, nous jouions tous un rôle. Mais en tant que faux policier, je ne pouvais pas intervenir, sachant même que dans ma vie antérieure, j'avais été de l'autre côté de la loi. Et donc? Qu'arrive-t-il au corps? Ils vont l'enterrer. Ici? Sur la scène? Sans enquête? Mais comment peuvent-ils s'en sortir? Parce que personne à l'extérieur ne connaît cet endroit. Et tous ceux qui sortent d'ici ont juré de garder le secret. Le lendemain matin, le chef m'a demandé de l'accompagner aux funérailles privées de la victime, qui se sont déroulées dans la seule et unique église de la Seine, et auxquelles n'ont assisté que quelques privilégiés. Le prêtre avait commencé son sermon un peu original, sans émotion. C'était un prêtre que nous connaissions tous bien, et dont les sermons pour beaucoup étaient la pierre angulaire de notre petite communauté très soudée. En tant que policier et shérif de la Seine, le prêtre me demanda de lire un passage, et donc je l'accompagnais. Mais alors que je parcourais le livret, quelque chose dans les mots me paraissait étrange. Étrange et inconnu, comme si le passage avait été modifié. Mais avant que je ne puisse m'attarder trop longtemps sur cette pensée, le père avait terminé sa lecture. Il avait ensuite partagé quelques bons souvenirs de ses quelques interactions positives avec Oscar, avant de terminer par une prière et de nous laisser partir. Nous avions ensuite ramassé le cercueil et l'avons porté hors de l'église, où il devait être emmené pour être enterré dans un coin reculé de la Seine. Me souvenant qu'Oscar était un homme de forte corpulence, je me suis appuyé sur mes bottes pour supporter le poids du cercueil, mais lorsque je l'ai finalement soulevé, j'ai découvert qu'il était très léger. Alors que j'aidais les autres à porter la boîte en bois hors de l'église, mon esprit ne pouvait s'empêcher de s'emballer. Le corps d'Oscar devrait être plus lourd que cela. Même si son poids était réparti sur 4 hommes, il était impossible que le cercueil soit aussi léger. Cela signifiait-il que le corps d'Oscar n'était pas là-dedans? Et la question se posait. Où était-il? Après avoir placé le cercueil dans le corbillard, je pris le père Mullen à part. Père, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec le cercueil d'Oscar. Que veux-tu dire, mon fils? Il semblait très léger, et Oscar était un homme lourd, vous voyez ce que je veux dire. On devrait peut-être s'assurer qu'il est à l'intérieur. Mais le prêtre m'avait interrompu. Puis-je vous parler au presbytère, mon enfant? Le père m'a alors fait traverser l'église, passer devant la chaire et entrer dans son petit bureau, fermant la porte derrière lui. Après avoir pris place de l'autre côté d'un bureau en chêne, il m'avait fait signe de m'asseoir en face de lui. « Vous disiez » Je lui répétais alors mon interrogation. Il s'était alors arrêté une minute réfléchissant, avant de sourire et ironiquement de me faire une confession. « Bien sûr que non, mon enfant. Qu'entendait-il par là? C'est un sacrifice. » « Mon fils, son corps a été littéralement sacrifié. » Je crus d'abord à une blague, mais le père Mullen m'avait assuré qu'il était sérieux. « J'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas d'une plaisanterie. Il doit être sacrifié rituellement ce soir, et tout le sang doit être évacué de son corps. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Je sens que vous êtes perdu, mon fils. Laissez-moi vous expliquer. Écoutez, cet endroit, cette scène est exactement ce qu'elle est. C'est une façade. Une façade pour ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe vraiment, il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Disons simplement que ces gens, ces citadins comme vous, que nous laissons vivre ici, leur séjour n'est pas sans coût. Vous n'êtes pas vraiment un flic, n'est-ce pas? Juste un gars normal qui en joue un. Et moi, je ne suis pas un vrai prêtre. » Il s'était ensuite adossé à son siège et m'avait donné l'occasion de réfléchir, mais je ne savais pas trop comment assimiler ce qu'il m'avait révélé. « Oh, et si vous ne me croyez pas, allez donc demander à votre femme. » Cette dernière phrase me fit froid dans le dos. Je courus donc jusqu'à mon appartement, et dès que j'eus franchi la porte, il était déjà trop tard. Les hommes du prêtre étaient déjà rentrés,
Ils avaient ligoté ma femme et l'avaient laissée assise en pleurs sur la table de la cuisine en regardant la tête décapitée d'Oscar Maurice posée sur une assiette. Libérant Laura de ses liens, je l'ai emmenée dans l'autre pièce où je lui ai raconté ma rencontre avec le prêtre et ses implications inquiétantes au sujet d'Oscar et de la scène. Nous avons donc fait ce que toute personne saine d'esprit aurait fait. Nous avons fait nos valises à ce moment-là. Nous nous sommes dirigés vers la porte et nous avons signé 2 accords de non-divulgation. Nous avons récupéré nos téléphones et nous sommes retournés à l'extérieur. Et au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis notre départ, nous avons toujours respecté cet accord et la demande du prêtre de ne jamais au grand jamais parler à qui que ce soit de la scène située dans un vieux hangar, au milieu de nulle part et de ce qui s'y passe réellement. Enfin, jusqu'à aujourd'hui.